Je trouve que nous, les Asiates, on est une cible tellement facile. J'arrive, je fais des compétitions internationales et en fédération française de taekwondo, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ça m'a apporté une opportunité de shooter Ethan Mbappé. Et je disais à ma mère, ouais, je vais te ramener une Renoir et tout ça. Elle fait, mais je m'en fous, ramène comme tu veux, tu vois. Aujourd'hui sur Débris des Stories, le média qui met en avant la diaspora asiatique et tous les amoureux de l'Asie, on reçoit Tim Maker, photographe engagé suivi par des milliers de personnes sur Instagram et TikTok, mais derrière les photos et le succès, il y a une histoire. Ses origines, son parcours, sa vie en cité, comment tout a commencé. Dans cette vidéo, il va tout nous raconter. Restez bien jusqu'à la fin, je suis sûr que son histoire va vous inspirer. On remercie aussi notre sponsor Passeport Vietnam, le spécialiste des démarches administratives au Vietnam, pour faire vos passeports, vos visas, investir ou passer votre retraite. Toutes les informations sont dans la description et on vous souhaite un bon visionnage à toutes et à tous. Donc nous voici au restaurant XVI dans le district 2 de Ho Chi Minh City et nous avons le plaisir d'accueillir Tim. Merci à vous. Hein. Donc merci beaucoup Tim de nous faire l'honneur d'être présent sur cette chaîne. T'es un peu connu, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Wow, pas beaucoup, pas beaucoup. T'as fait la polémique récemment, mais on en parlera après. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bah moi je m'appelle Tim, j'ai 25 ans. Je suis photographe vidéaste, donc un peu plus pour le sport. J'ai tout le temps vécu en France. J'ai tout le temps voyagé au Vietnam tous les ans, donc je me suis dit let's go, j'y vais et je prends un billet aller et je rentre pas. Ok, ça marche. Donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est exactement pour ça que je suis avec toi, exactement. Parler de notre passion commune. Explique-nous un peu ton parcours du coup en tant que photographe, vidéaste, ta vie en tant que finalement Vietnamien d'origine en France. Dans un premier temps, tu viens de quelle ville? Ouais. Bah en France, moi je viens de Cergy. J'ai tout le temps vécu à Cergy. Franchement, même mon père, quand il arrive en France, Cergy, ma mère, c'était Chanteloup et après elle arrive à Cergy. Quand j'étais petit, j'ai tout le temps vécu dans des quartiers assez, pas défavorisés, mais entre guillemets où il y avait beaucoup d'ethnies différentes. On se traînait tous ensemble, etc. Franchement, j'ai tout le temps vécu à Cergy, au bon temps pour ceux qui connaissent. Et franchement, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai appris plein de cultures. Vraiment plein de religions, etc. Donc franchement, c'est pour ça que je remercierai jamais assez Cergy parce que c'est là où ça m'a élevé en fait. Ça m'a élevé et en vrai, c'était assez cool. Je suis né à Pontoise, donc après il y a Cergy-Pontoise et toute ma vie, Cergy-Saint-Christophe et Cergy-le-Haut. Je parlais du coup de la multiculturalité. Pour revenir à qui tu es, tu as grandi à Cergy, donc tu es d'origine vietnamienne. Comment du coup tes amis percevaient la culture vietnamienne? Donc, en vrai, à cette époque-là, je vous avoue que moi, j'étais pas vraiment... j'étais assez réservé. Donc, je restais vraiment dans mon coin, etc. Après, c'est normal, tu as un meilleur ami à Rebeu. Moi, mon meilleur ami, c'est un Algérien. On a plein de similarités, entre guillemets, dans notre culture. Mais nous, on était assez réservés. On était les petits nerds, etc. C'était assez difficile. Je vous cache pas que c'était assez difficile. Parce que c'était tout le temps le petit chinois, le petit truc comme ça. Et en plus, je faisais du taekwondo, donc ça aidait pas du tout. Ouais, j'étais dans les clichés de ouf. Coupe pas le gars. Ouais, non, rasé directement. Rasé chauve, sabot 0,5. Directement, la daronne, elle coupe tout. Hein. Non, franchement, c'était assez difficile. Après, franchement, quand je suis arrivé au collège, et en fait, moi, je me suis dit, mon père, il m'a dit, jamais tu te bats à l'école. J'ai commencé le taekwondo à 3 ans et avant, je me faisais harceler au collège. Non, en primaire, pardon. Mais tu sais quoi, on a interviewé justement la dernière fois un combattant de MMA, là, Arnaud Lepont, d'ailleurs, on lui passe le bonjour, qui nous disait pareil. Il a fait ceinture, il était quoi, ceinture marron de juin. Ouais. Il a dit, ouais, je me souviens après un baston, tout ça, etc. Et je me suis dit, ouais, vas-y, il va me dire qu'il a tabassé. Il m'a dit, après un baston, je me suis dit que je vais casser la gueule. En fait, moi, je savais que j'allais le tuer, tu vois. Ouais, ok. Mais en fait, mon père, je me disais, si je le tue, je rentre à la maison, je me fais tuer. Toi qui te fais tuer. Je me fais tuer. Et un jour, mon père, il est venu me chercher à l'école. Et on rentrait de la piscine et il a vu que je me faisais vraiment par 4-5 mecs vraiment agressés, etc. Il est rentré et il m'a tabassé, il m'a dit, Tim, frérot, t'as intérêt à faire ce que t'as à faire. Et du coup, on s'est battu et en vrai, j'ai gagné la confiance du mec. Hein. Et tous les matins, il venait me serrer la main, son père il venait me serrer la main, etc. Et franchement, ça c'était au primaire. C'était au primaire, ouais. Ouais, c'était en primaire et du coup, en vrai, c'est là que ça s'est un peu calmé, entre guillemets. J'ai un peu pris confiance en moi. Je me suis dit que non, je dois pas me laisser faire marcher dessus, etc. Et en vrai, mon père, il a eu les bons mots pour me le dire aussi, donc c'est assez cool. Moi, j'ai envie de savoir par rapport à ça, le côté vietnamien, donc culturel à la maison. Donc, tu as dit Daron strict,
la maman dans tout ça. C'était quoi son rôle à la vraie? Je sais que quand il y a le daron strict, Ouais, pour ce moment-là, un peu plus calme. En vrai, moi, je suis désolé, maman, mais je lui ai fait la misère quand j'étais petit. ok. Vraiment, je lui ai fait la misère. Ça, je m'en excuse. Mais en vrai, ouais, daron très strict. Et ma mère et mon père, entre guillemets, bah, vu que c'est des immigrés, ils ont fait énormément de travail pour justement ouvrir leur entreprise. Donc aujourd'hui, ils ont réussi, ils ont ouvert leur entreprise. Et ça, franchement, je les félicite, respect. C'est énergie, pas nouvelle, mais c'est des énergies de secours. Et ils ont fait énormément de métiers. Mon père, il avait 5 métiers. Il est rentré, il était épuisé. Il a ouvert son entreprise. Il a acheté sa maison ensuite derrière avec ma mère. Avant d'ouvrir son entreprise, il travaillait dans plein d'endroits. Il travaillait à la Brinks. Il faisait poissonnier. Il faisait plein de trucs, des tafs entre guillemets, ouais, charbonneur. Et ouais, du coup, maman un peu moins stricte, mais quand il y a pas papa, elle me courait derrière, Ok. autour de la table. Tu vois, je faisais la technique de la table. Non, franchement, maman un peu moins stricte. Et après, quand on a eu la petite, la toute dernière, mon père, il a dit, bah vas-y, on arrête les bêtises, on arrête de frapper les enfants. J'ai un grand frère et une grande sœur. Ok, ah ouais, vous êtes fait. Et une petite sœur qui est née en 2010, donc assez tard. Ouais. Assez tard, ouais. Et après, du coup, bah moi, mon père, il est décédé en 2011, donc un an après la naissance de ma petite sœur. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ma mère, elle a eu un rôle important. Un rôle important, pardon. Elle a eu bah, le rôle d'un papa et d'une maman, franchement, ensemble. Et en plus de ça, elle a tenu l'entreprise de mon père. Ouais, c'était franchement, je l'appelle l'octopus. Elle a tout fait. La famille, c'est un pilier central aussi pour les Vietnamiens. Moi, je me rends compte, tu vois, en interviewant les gens, en parlant aux Vietnamiens, qu'on a souvent les mêmes, même si on vient d'horizons différents, de classes sociales différentes, Bien sûr. on a tous un peu à peu près les mêmes valeurs à chaque C'est sûr. La famille, C'est ça, la famille, les aînés, le travail. usine, tout ça, etc. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de, entre guillemets, de difficulté à communiquer ensemble. Bien sûr. Que tu sois, voilà, Vietnamien de France, d'Espagne. Ouais, c'est sûr. Ok, très bien. Et du coup, durant ta présentation, tu me disais que, bah, tu disais, du coup, à la caméra, que tu revenais assez souvent au Vietnam. C'est ça. C'était quoi le rythme? Enfin, tu revenais combien de fois les ans? Bah, en fait, quand ma mère et mon père, ils ont fui la guerre, on est revenus tous ensemble en 2001, donc j'avais 1 an. Donc pas forcément de bons souvenirs, j'ai quelques petites photos, je te les enverrai si tu veux. Ouais, vas-y, on les mettra là. Ouais, franchement, et bon, ils avaient 2001, franchement, le Vietnam, c'était absolument pas pareil qu'aujourd'hui. Et du coup, jusqu'en 2015, on n'est pas revenu au pays. Et surtout, bah, après, avec les préjugés, surtout, on savait pas si c'était développé ou quoi que ce soit. Elle savait pas non, elle était jamais revenue. Non, elle était jamais revenue depuis 2001, du coup. Et ouais, du coup, on est retourné en 2015 et on a dit, mais waouh, le Vietnam, c'est en pleine expansion, c'est exactement ça. Tu te prends une patate en pleine figure. Je te dis, en 2015 surtout. Et en 2015, ça n'a rien à voir par rapport à 2026. Là, maintenant, on est en 2026, 10 ans, enfin 11 ans maintenant. Ça n'a rien à voir. Ouais, 2015, on est arrivé, les routes étaient propres. C'est bizarre de dire ça, mais en 2001, les routes, c'était du sable. C'est ça, hein. Et là, c'était propre. Les gens ont tout le dernier iPhone. Enfin, c'est développé de ouf. Et franchement, c'est là où on s'est dit, bah, tous les ans, on allait fêter Noël là-bas. Ah, du coup, j'ai rencontré ma famille, donc les tantes de ma mère, les cousines de ma mère. Justement, par rapport à ça, toi, tu m'as dit ouais, qu'elle avait 3 frères et sœurs. C'est ça. Eux, ils sont en France, les 3 frères et sœurs. C'est ça. Donc, ma grand-mère, donc Bahai, Ouais. la plus grande, elle a bah, ses frères et sœurs, etc. Et donc, c'est pour ça que et ils sont assez bien en place au Vietnam. Donc, c'est pour ça qu'on vient, on dort chez eux, etc. Donc, Ouais, c'est vrai que tu as vu, moi, c'est pareil. Mais je pense que tu vois, en fait, ça fait sens ce que tu me dis parce que c'est un peu la même histoire pour moi et je pense pour beaucoup d'autres Vietnamiens d'origine. Tu vois, quand nous, on était en France, donc dans les années, on va dire 2000-2010, bon, on nous parle du Vietnam, ok, c'est un pays en développement, c'est un pays pauvre, tout ça, etc. Tu arrives après 2010, tu vois que les gens, ils habitent dans des maisons, ouais. ça a des taxis. Ah, c'est des maisons de 10 étages. Et un ascenseur. Alors que toi, enfin, c'est ça te poser la question, c'est qui vit dans le pays développé ou pas? Ouais, de ouf. Est-ce que des fois, tu peux te poser la question, est-ce que tu regrettes pas? Enfin, non. Ouais. Après, nous, en vrai, on a la vie qu'on a et on est très bien. Mais c'est vrai que je pense que maintenant que tu vois l'évolution du pays aujourd'hui, tu peux te demander en fait, ouais, pourquoi t'es parti en France? Enfin, je veux dire, Bien sûr. même si en soi, voilà, il y a des Vietnamiens qui ont immigré
en France et qui ont très bien réussi. Bien sûr. Mais c'est pour ça que nos aînés, entre guillemets, donc nos grands-parents, ils se posent la question. C'est pour ça qu'ils ont, je pense, une rancœur envers les gens qui l'ont colonisé aussi. Donc c'est pour ça qu'ils ont une rancœur de je suis parti dans un pays, alors qu'en vrai, moi je sais que donc mon grand-père et ma grand-mère, avant la guerre, ils étaient très bien. Donc ils avaient des bonnes, ils étaient assez riches. Donc ils étaient assez aisés, entre guillemets. Et quand il y a eu la guerre, ils ont vécu la misère. Ils ont vécu la misère, ils ont été pillés, etc. Donc ils sont rentrés en France. Bon après, ils ont eu la mentalité vietnamienne, donc ils sont rentrés, ils ont travaillé, etc. Donc franchement, je peux comprendre aussi. Je peux comprendre les gens qui disent. Voilà. Exactement. Et donc voilà, donc pour refaire un peu le récap, donc tu cassais la gueule aux gens. En primaire, tout ça et tout, etc. Je me faisais casser la gueule aussi. Je me faisais casser la gueule aussi des fois. Donc après, t'es à partir du coup de 2015, donc Vietnam tous les ans. C'est ça. C'était quoi du coup tu m'as dit ta première impression donc, par rapport au Vietnam, le fait que ce soit le futur, tout ça, etc. C'était quoi tes premiers contacts avec les Vietnamiens justement? Genre, en gros, parce que nous on est Vietnamiens d'origine, mais c'est vrai qu'il y aura toujours malheureusement. Et bon, Oui, tu serais jamais à ta place entre guillemets. t'es Vietnamien, mais tu grandis en France. Bien sûr. Oui, ouais, Viet Cong, c'est. Et toi, du coup, comment toi tu l'as ressenti? Comment en fait tu as été accueilli par les Vietnamiens? Alors, c'était quoi tes premières expériences et impressions sur les Vietnamiens? Moi, ma première expérience, après franchement, bon, je suis désolé de dire ça, mais il y a beaucoup de personnes, dès que j'arrive au Vietnam en 2015-2016, il y a beaucoup de personnes qui me disaient ouais, t'es un arabe toi. Ils me prenaient absolument pas pour un Vietnamien. Et en vrai, ça me faisait bizarre, mais en vrai, je rigolais assez de ça. Et il y a des jeunes, des fois, ils trouvaient mon mélange assez beau, ça, ils me disaient, ouais, t'es super beau, etc. Et quand je lâchais 2-3 petits mots vietnamiens, ils étaient en kiff, tu vois, ils disaient, ah ouais, incroyable, etc. Sur ce ressenti-là, quand j'étais assez jeune, je l'ai pas vécu. Le sens où, ouais, je suis un peu rejeté, ouais, t'as fui la guerre, tu nous as fui, etc. Franchement, je l'ai pas ressenti. Et franchement, plus tard, actuellement, à l'heure actuelle, je l'ai pas ressenti aussi. D'accord. Franchement, justement, je vois plus un appel où le Vietnam nous appelle, les Viet Cong, de revenir et de faire de développer encore plus le pays. Franchement, je l'ai absolument pas vécu. C'est pour ça que les Vietnamiens, ils ont pas une rancœur, entre guillemets. Ils vont voir des tu vas à Hanoï, ils vont voir des Américains venir au pays, ils vont toujours être accueillants, chaleureux. Non, franchement, ils ont pas de rancœur. Même pour les Français, hein. Vous venez, vous dites, vous êtes Français, ils sont contents, ils vous accueillent. Ah, franchement, c'est les Vietnamiens, quoi. C'est les Vietnamiens. Et du coup, donc Vietnam tous les ans, tout ça, etc. Donc tes premières impressions. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur justement tes premières fois au Vietnam, difficultés que tu as? Parce que bon, tu m'as dit que tu comprenais un peu, tu parlais pas. Ouais, surtout en 2015. Ouais. Je comprenais un tout petit peu, mais franchement, c'était dur. Et les interactions aussi avec les Vietnamiens, c'était assez différent. Mais franchement, j'ai une petite anecdote et c'est très, très drôle. En fait, la première fois où on est parti avec la femme de mon grand frère et le mari de ma grande sœur. Et du coup, ma petite sœur et moi. Et eux, ils ont beaucoup d'écart avec toi? Ma grande sœur, 3 ans. Et avec mon frère, j'ai un peu plus de 8 ans. Ah ouais, ok. Donc c'est vraiment grand frère. Ok. Grand frère. Et en vrai, on est tous partis. En fait, ma mère, elle était déjà au pays avec ma petite sœur. Et tu connais la douane à Ho Chi Minh? Ouais. La grosse douane à Saigon. Donc, on arrive à la douane et ma grand-mère, elle a beaucoup de plavons, entre guillemets, et elle connaît beaucoup de douaniers. Donc, nous, on voulait aller rapidement. On voulait pas passer la queue de 3 heures. Ok. Et ma grand-mère, donc on voit ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une Française, entre guillemets. Donc, on lui fait la bise. Ouais. On lui fait la bise, etc. Et ma grand-mère... Red flag. Ouais, red flag, exactement. Mais c'est ma grand-mère, donc elle connaît tout ça, donc c'est normal. Mais ma grand-mère, tu sais, c'est pas la bise, elle nous renifle. Ouais. Et du coup, elle nous dit, on comprenait pas trop, et ma grand-mère a dit, passez avec cette douanière. Et du coup, il y a le mari de ma sœur, je crois qu'il commence comme ça, et il va faire la bise à la douanière. Et lui, il est... Lui, il est français. Non, il est français-italien. Ah ouais. C'est eux, ils foutent la merde. Et du coup, il va faire la bise à la douanière, et du coup, nous, un par un, on va faire la bise à la douanière, parce qu'on pensait que c'était quelqu'un de notre famille, tu vois. Ok. Et du coup, on lui fait la bise, la douanière, elle pète un câble, c'était trop drôle. Franchement, c'était hyper drôle. Et genre, après, on lui donne les passeports, et genre, vraiment, ça fait vraiment trop bizarre, mais c'était trop drôle. Genre, je garde un bon souvenir. Et c'est vraiment la première interaction qu'on a, genre, ouais, avec le Vietnam, genre. C'est vraiment trop drôle. Genre, ma grand-mère, elle fait, mais qu'est-ce que vous faites, les enfants? Genre, qu'est-ce que vous faites? Et c'était trop drôle. Mais au moins, on est passé. Okay. On est passé en moins de 30 minutes, donc ça, c'est cool. Non, ouais, la prochaine fois, pas la bise. Pas la bise, les gars, pas la bise. Et même avec un Vietnamien, pas la bise.
Quand tu vas au Vietnam, bon, tout se passe bien, tu te sens chez toi, tu es bien accueilli, etc. En parallèle par rapport à la France, donc toi, tu me disais qu'il y avait un peu des moqueries voilà, quand tu étais petit, tout ça, etc. Est-ce que tu as déjà ressenti un peu je pense comme un peu tout le monde, le racisme anti-asiatique? Et voilà, je veux savoir si tu pouvais nous en parler directement. Moi, ouais, je pense si on pourrait trouver un autre mot, le racisme anti-asiatique, oui, il existe. Il existe clairement. Après, il n'est pas aussi fort qu'en France, par exemple, le racisme envers les Noirs, le racisme envers les musulmans ou les trucs comme ça. Mais il faut en parler. C'est pour ça que c'est bien maintenant sur les réseaux, on en parle. Mais ouais, franchement, on le ressent beaucoup en France. Surtout, en fait, en France, c'est surtout du racisme. Bon, c'est bizarre, mais c'est du racisme positif. Par exemple, on va voir un Asiatique, on va dire « Ah bah lui, il travaille tout le temps, tu dois bosser, par exemple, tu dois te taire. » Par exemple, si tu parles en France et que tu es asiatique, bah t'es pas légitime de parler. T'as pas le droit de te plaindre. Par exemple, tu es au restaurant, tu as envie de te plaindre de ton plat, elle va te dire « Bah non, t'es asiatique en vrai. » Tu vois, t'as pas le droit de le faire, tu vois. Et c'est ça qui est assez bizarre. En France, c'est très très bizarre par rapport aux Asiatiques. En vrai, tu as l'impression de rien dire, de rien faire. Et en fait, comme nos aînés l'ont fait pour s'intégrer, bah t'as un peu ce truc où tu te dis bah je dois faire comme mes aînés et me taire en fait. Bah, du coup, je trouve que les Asiatiques prennent la parole. Donc toi, c'est comme ça, c'est comme ça du coup que je t'ai contacté. À travers cette fameuse vidéo, on va faire un petit aparté sur justement cet épisode-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de l'appropriation culturelle? Aujourd'hui, tu vois, l'Asie, c'est ultra populaire. Tout le monde va en vacances en Asie. Le Vietnam, ça s'est vraiment développé, etc. Et tu as de plus en plus de concepts vietnamiens, japonais, coréens qui sont créés en France et aussi forcément ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à l'appropriation culturelle, la légitimité des gens pour justement faire du vietnamien, mais non vietnamien? Ouais, bien sûr, c'est pour gagner de l'argent, mais en fait, je le vois comme ça, en fait, quand les gens ils s'approprient nos cultures, c'est un peu encore plus différent quand c'est un Français qui le fait, parce qu'il y a une histoire coloniale derrière, mais en vrai, je trouve que nous, les Asiates, on est une cible tellement facile. Parce qu'ils savent que personne ne va parler. C'est pour ça qu'en fait, ma vidéo, entre guillemets, elle a explosé. Parce qu'ils disent, mais what? Un Asiatique, un Vietnamien qui parle, c'est bizarre. Et c'est pour ça que ça a autant marché. Parce que personne ne va parler. C'est comme je l'ai dit dans ma vidéo. Mais du coup, tout le monde a pris le premier, donc le café. Mais en vrai, je parle d'un vrai problème derrière. Je parle de Jiffy et Action qui prennent notre divinité. Par exemple, ils mettent des Bouddhas dans les rayons. Beaucoup de Vietnamiens, d'Asiatiques trouvent ça scandaleux. Et enfin même, c'est inadmissible, tu vois. Et genre personne n'a pris ce problème-là alors que j'en parle dans la vidéo, tu vois. Tout le monde a parlé du premier problème. Mais en vrai, ouais, en fait, nous, on est vraiment la cible facile parce qu'ils savent qu'on va pas parler, ils savent qu'on va pas polémiquer, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'en vrai, dès qu'on voit des trucs qui nous déplaisent, tout simplement, et qu'on en parle, c'est pour ça, ça va impacter les Vietnamiens qui en parlent pas. C'est pour ça qu'en fait, quand on va en parler, ça va marcher. Et nous, de toute façon, quand quelqu'un va en parler, ça va pas lui plaire, nous, on sera là, nous. Tous les Vietnamiens qui sont pas d'accord, on sera là pour relayer. Et c'est pour ça que ma vidéo, elle a fait autant de vues et autant de likes, c'est grâce à vous en fait, c'est grâce aux Vietnamiens qui sont derrière moi, qui sont derrière nous. Et c'est pour ça que ça a marché. Et franchement, il faut continuer à en parler, c'est important. C'est ça, exactement. Moi, je vais revenir. Et tu as tout à fait raison, du coup, de dénoncer ce type de comportement. Et moi, j'invite vraiment, sans faire des coups d'état et tout, forcément, mais à s'exprimer. Donc, pour tous ces types d'événements, donc de vraiment dénoncer. Et c'est que comme ça qu'on avancera. Parce que c'est bien de se plaindre, de dire ouais, racisme anti-asiatique, etc. Mais si toi, tu fais pas la démarche en tant qu'asiatique, donc de dénoncer ce type de comportement, les choses vont pas avancer. Tu vois, si on fait le parallèle justement avec la communauté africaine, maghrébine, etc., musulmane, nanana, tu vois, eux, ils sont beaucoup plus derrière ça. Exact. Et c'est pour ça que les choses avancent. C'est pour ça que ça marche, exactement. Ils sont tous ensemble. Et là, même dans mes commentaires, ils sont avec nous. Hein. Les musulmans, les Algériens. C'est ça, oui, parce qu'ils savent très bien. Ils savent très bien, du coup, ils sont passés par là. Ils passent encore par là. Et donc, ils savent très bien comment gérer le problème, entre guillemets. Ouais. C'est des spécialistes. En France, ils sont, entre guillemets, beaucoup touchés, surtout avec les médias qui les aident pas. Ah oui, bien sûr. Donc franchement, nous on a la chance entre guillemets où les médias ne nous tapent pas sur les doigts. Ouais. Mais quand même, il y a des trucs qui ne passent pas et c'est pour ça qu'il faut en parler de nous-mêmes sur les réseaux. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important. Mais tu vois, je vais te donner une anecdote. Je pense que je peux pas la citer sur YouTube. Mais il y avait un humoriste très connu, français, tu vois, de toute façon, si vous faites vos recherches, vous allez retrouver, qui avait fait une blague, un sketch, donc sur les Chinois, tout ça et tout, etc. Mais vraiment, c'était il y a pas longtemps, 2014, 2015. Très connu, très connu. Et en fait, moi, tu vois, ce que j'ai déploré, c'est que quand j'ai vu ce sketch, j'ai envoyé un message aux humoristes asiatiques.
sans citer de nom encore une fois, mais bon, de toute façon, on sait qui c'est. Et j'aurais dit, ouais, les gars, faut dénoncer. C'est comme si, par exemple, demain, tu joues dans une équipe de foot, toi, tu as fait du sport, donc t'es taekwondo. Ou tu fais du foot aussi. Il y a un coéquipier à toi, il fait les yeux tirés, tout ça, il commence à faire des accents. Toi, il faut que tu le remettes à ta place. À sa place, pardon. En fait, c'est logique, mais c'est notre devoir de le faire aussi. Et si on le fait pas, les gens, ils vont continuer. C'est sûr. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et je pense que c'est bien aussi par rapport à ça. Totalement. Et surtout que les humoristes, bah, voilà quoi, faut faire attention. Faut faire attention à ce qu'ils font, faut faire attention à ce qu'ils disent. Et pas tout le monde peut rigoler de ça. Et après, si t'es pas concerné, bah, en vrai, on parle d'humorisme, mais on parle, bon, bah, t'es à son âme, mais Bunaimin, Ouais. tu vois, il rigolait très bien de ça, mais parce qu'il est légitime de parler de ça. Et même, il a beaucoup d'une communauté asiatique derrière lui. Donc ouais, non, c'est différent. Et même, il avait fait un sketch avec un Renoir, je me rappelle plus son nom. Je me rappelle plus son nom. Je pense aussi. Ouais, bref, je m'en souviens plus son nom. Ils avaient fait un duo et franchement, ils se clashaient les deux, tu vois, sur la communauté Renoir et la communauté chinoise et c'était incroyable. Et c'est pour ça. Mais d'ailleurs, Bunaimin, non, il est viette. Il est pas. Bunaimin, je crois qu'il est cambodgien viet ou un truc comme ça, ouais. Bon, on verra. Ça sera peut-être coupé, ça. Ouais. Ok, très bien. Bah ouais, effectivement, le racisme anti-asiatique, ça a vraiment une place importante en France. Maintenant, je vais parler d'un sujet, tu vois, qui est un peu différent, qu'on n'aborde pas beaucoup. C'est la place de l'homme asiatique en France vis-à-vis, tu vois, des femmes. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois. Attends, je remets mes cheveux. Ah, non. Non, parce que, tu sais, des fois, moi, j'en parle, tout ça et tout. Je dis, ouais, l'homme asiatique et tout, etc. Et généralement, il est beaucoup fétichisé. Je sais pas si on peut dire ça. Déjà, je tiens à dire, Ouais. les Asiatiques, il n'y a pas que les Coréens, les Japonais. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est les vrais mais Il n'y a pas que ça. il n'y a pas que ça. Les gars, l'Asie, c'est énorme. Il y a les Turcs aussi. Les Turcs, vous oubliez pas. Hein. Il y a tout. Il y a les Indiens, il y a les Pakistanais, il y a tout. Et les Kazakhstan, il y a tout. Exactement. Et c'est ça qui fait, en vrai, c'est ça. C'est comme les gens qui disent, là, on s'approche de Tot. C'est pour ça que quand on dit Nouvel An chinois, je me prends assez mal. C'est pas un nouvel an chinois, c'est un nouvel an chinois en Chine. Ouais, asiatique, vous pouvez dire asiatique. Ouais. Ouais. Vous pouvez dire Nouvel An asiatique ou Nouvel An lunaire, ça marche très bien. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, par rapport à. Parce que moi, j'ai l'impression, en gros, si tu veux, en tant qu'homme d'Asie du Sud-Est, tu vois qu'il y a. En fait, il y a une partie de la population, en fait, qui est les hommes d'Asie du Sud-Est qui sont oubliés. Ouais, Tu vois, un petit peu, tu vois, parce que quand on parle des Asiatiques, on parle des Coréens, des Chinois et tout, mais on parle jamais finalement des Asiatiques du Sud-Est. Là, franchement, on en parle un peu plus. Bon, grâce à moi, parce que je suis beau gosse. Ah, je rigole. Non, en vrai, on en parle un peu plus, mais c'est vrai que, les filles, en France, ils ont vraiment une L'image. image Ça du devient- coréen, du K-drama, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui le dénoncent aussi, les filles qui partent en Corée pour trouver ouais, exactement. Ils vont à Hongdae, ils sont beaux gosses, c'est vrai. Ah ouais, c'est Mais ouais, c'est différent. C'est pour ça qu'en fait, ils fétichisent le côté asiatique, l'homme asiatique. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et en vrai, les gens, quand ils vont en Corée pour trouver leur boyfriend, En fait, faut casser le mythe de l'homme asiatique, propre sur lui, tout ça, Exact. poli, qui parle pas beaucoup. Il y a des gens généralement qui disent, bon, l'homme asiatique, il est comme ci, comme ça, il est timide, il parle pas beaucoup. Alors que, tu vois, on en connaît tous 1, 2, 3, 4, et il y en a plein, tu vois, moi j'en connais plein qui, vas-y, parlent trop, tu vois. Ouais, je comprends, mais c'est vrai, t'as raison. Et parce qu'en fait, les gens qui sont, par exemple, attirés par exemple, qui regardent que les K-dramas ou les trucs comme ça, ils sont attirés par l'homme asiatique. Mais l'homme asiatique, dans leur tête, c'est avec des cheveux, comme moi, une perme. Ouais. Ils sont blancs de peau. Exactement. Donc, pour eux, il n'y a pas de mat de peau. Genre, ils sont pas mat de peau. c'est ça. Ils sont très blancs, ils sont affinés. Et souvent, les Coréens, ils font de la chirurgie parce que dans leur pays, c'est un vrai problème aussi. Ils doivent être beaux. Ils ont un truc, par exemple, un standard de beauté. Mais du coup, t'as répondu, mais à moitié, à ma question. Toi, c'était comment voilà, ma vraie question, c'est toi, en tant que Vietnamien, c'était comment tes relations avec les filles? Là, sans rentrer dans le détail, mais... Moi, je suis ouvert sur ça. Moi, en vrai, moi, j'ai jamais eu vraiment de. Si, j'ai eu une discrimination une fois. Ouais. Parce qu'il y a une meuf, elle voulait sortir avec moi, mais elle a dit ouais, je préfère lui parce qu'il a la coupe de Justin Bieber, tu vois. Ok. Mais non, en vrai, moi, sur les filles, en vrai, ça va, j'ai eu la cote un petit peu. Et non, franchement, moi, ça va. Franchement, le côté asiatique, ça va. J'ai pu jouer sur ça. Et après, moi, j'étais assez différent. J'étais pas comme les Asiatiques qui restaient dans leur coin. Genre, vraiment, je faisais des blagues de ouf.
J'étais vraiment, j'étais pas introverti entre Ok, ouais, t'étais du fait du sport, tout ça et tout. C'est ça, ouais. Est-ce que, tu vois, c'est une question des fois que je me pose, mais t'as vu, je pense avoir un peu la réponse aussi, parce que on est un peu pareil dans ce sens-là. Est-ce que le fait de, tu vois, entendre tout le temps souvent les mêmes clichés de l'homme asiatique docile, timide, tout ça, etc. Est-ce que t'as pas envie, ça t'a pas donné envie de casser les codes un petit peu, tu vois, par rapport à, je te dis ça aux filles, mais ça peut être tout le monde, tu vois. Oui, mais même avec mes potes, par exemple, quand ils ont toujours le même cliché, etc. Moi, je rigolais avec eux. Bref, voilà, tous mes potes, ils ont déjà vu mes parties intimes, tu vois. Là, je m'en fiche, tu vois ou pas. Genre, non, en vrai, je m'en fiche et en vrai, c'est ça, il faut rigoler de tout. Tu vois, souvent les Asiatiques, quand on parle d'un cliché, on est assez réservé, on est timide, on se renferme, etc. Moi, j'étais vraiment tout le contraire. Ouais, t'étais tout le contraire. Tout le contraire, vraiment, tu vas à Sergi, tu dis, est-ce que tu as déjà vu les fesses de Tim? Je pense qu'ils disent tous oui. Ouais, ok. Franchement, je suis pas timide. Enfin, je suis un peu timide. J'adore faire des blagues sur le ton de l'humour, sur tout. Franchement, j'adore charrier les gens. Franchement, Ouais, t'es vraiment du coup extraverti par rapport à ça. Et je voulais en savoir plus aussi, parce que voilà, je rebondis sur ce que tu viens de me dire. Tes relations par rapport aux Vietnamiens en France cette fois-ci. Toi, est-ce que tu as beaucoup d'amis vietnamiens en France? sincèrement, j'en ai pas énormément. J'ai plus d'amis, par exemple, asiatiques, ça veut dire indiens, etc. À Cergy, en plus, il y a une grosse communauté indienne. Dédicace à Dylan Chilamutu, Ok. sportif de haut niveau dans le taekwondo, et très, très, très connu. Et non, il y a beaucoup d'Indiens, il y a beaucoup de Turcs, etc. Mais j'avais pas trop ce feeling avec les Vietnamiens parce qu'ils étaient assez réservés. Donc, quand je venais vers eux et qu'ils voyaient que j'étais pas comme eux, entre guillemets, ils étaient waouh. Et du coup, même leur famille, waouh, doucement. Traîne pas. Ouais, doucement. Est-ce que toi, du coup, dans ta famille, des fois, non, bah non, parce que toi, tu me dis que c'était multiculturel, cosmopolite et tout. Mais est-ce que au début, ça disait pas, ouais, toi, tu traînes pas trop avec le Renoir, tu t'as fait proche de bruit? Et Daron, il avait v'là les potes renois, v'là les potes rebeux, etc. Et non, franchement, bah moi, tu vois, j'ai grandi avec une famille sénégalaise, galsen. Ouais. Et en vrai, bah, j'ai tout le temps vécu avec eux et tout ça, dans le quartier et tout ça. Donc non, franchement, ils étaient pas comme ça. Même en tant que les femmes, hein. Ouais. Je disais à ma mère, ouais, je vais te ramener une Renoir et tout ça. Elle fait, mais je m'en fous, ramène comme tu veux, tu vois. Et non, franchement, nous, on était assez ouverts et c'est comme ça, même ma mère, hein. À l'heure actuelle, elle me dit, Tim, t'as envie d'être musulman, t'as envie d'être chrétien, tu fais comme tu veux. Regarde, ma petite sœur, elle est chrétienne. Ok. Elle est chrétienne, alors que ma mère, elle est bouddhiste. Donc, moi, franchement, c'est pour ça que je suis venu au Vietnam aussi. C'est pour trouver ma foi. Et en vrai, je me rapproche un peu plus de la religion bouddhiste. Donc, en vrai, c'est pour ça que j'ai envie de m'ouvrir sur ce sujet-là. Mais j'ai grandi avec énormément de religions ouvertes, musulmanes, etc. Donc, c'est pour ça que... Et j'étais dans une école catholique quand j'étais petit. D'accord, ok. Ouais, Ok. Ok, donc école catholique, t'as grandi avec multiculturalité. Et là, bah, c'est un bon voyage parce que, ouais, C'est tu me ça. dis, t'es au Vietnam. Là, t'es au Vietnam depuis combien de temps? Là, enfin, tu t'es installé depuis combien de temps? Donc là, je me suis installé au Vietnam depuis 1 mois et demi. Ok. Donc, on est parti avec toute ma famille, on a fêté Noël comme d'habitude. Et après, eux, ils sont repartis. Ouais. C'était prévu ou? Ouais, c'était prévu. Je voulais pas mentir, mais c'était prévu. Je dis, moi, les gars, je prends un aller et je reste au pays. Donc là, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que je suis là. Et en vrai, franchement, c'est bien. J'ai ma petite routine entre guillemets qui s'installe. Je me suis inscrit dans une équipe de foot. Franchement, c'est cool. Je fais de la photo aussi. Là, j'ai envie de partir à Hanoï. J'ai envie d'aller en Chine. En fait, j'ai envie d'aller vraiment partout. J'ai envie de faire un peu partout l'Asie du Sud-Est, le Cambodge, le Laos. La Chine, vraiment l'Indonésie, la Malaisie. Franchement, j'ai envie de faire tous ces pays magnifiques, les gars. Il n'y a pas que la Thaïlande en Asie du Sud-Est. En fait, quand j'ai ma base au Vietnam et quand je vois que les billets d'avion pour aller au Japon, c'est 200 €. Tu réfléchis et tu te dis, bon, vas-y, let's go. Let's go, let's go. Ouais, AirAsia, ça fait beaucoup de bonnes choses. Et en plus, même, il y a Vietjet maintenant, Bien sûr. qui a ouvert récemment. Mm. Donc, je sais pas s'ils concurrencent directement AirAsia, mais il me semble qu'il y a des partenariats. Ouais, franchement, il y a des filiales. Ouais, il y a Vietnam Airlines avec eux. Et ouais, non, le Vietnam, en tout cas, bon, bah, c'est un pays qui se développe de jour en jour. Et c'est surtout, ça commence à devenir surtout un gros hub dans l'Asie du Sud-Est parce que
Au-delà du fait que ça se développe, c'est aussi ultra bien placé géographiquement. Parce que tu es à côté de la Thaïlande, tu es entre le Japon, la Chine, la Corée, il y a tout. Tu as l'Indonésie, la Malaisie. Le Vietnam, c'est vraiment, entre guillemets, voilà, sans être chauvin, tout ça et tout, c'est le point central de l'Asie du Sud-Est. Bien sûr, avec le transport en bateau, etc. Franchement, tu peux toucher à tout. Bah, c'est pour ça qu'il y a eu la guerre au Vietnam. Hein. Ils voulaient Sinon, les gens, il faut pas la guerre. ils voulaient cette terre. Non, franchement, le Vietnam, c'est un port vraiment. Regardez, le Japon, ils ont aidé le métro à Saigon. Mais franchement, c'est bien. Il y a des Japonais qui investissent au Vietnam. Il y a des Coréens qui investissent au Vietnam. Il y a beaucoup de personnes qui voient que le Vietnam, c'est le futur. Et franchement, c'est cool. En tant que Vietnamien, effectivement, je pense que c'est un peu une fierté de voir ça parce que petit à petit, l'image change. Je ne sais pas encore en France, mais en tout cas en Asie, le Vietnam, ça prend de plus en plus d'ampleur. C'est un pays où les gens ils savent que c'est un pays développé. Les personnes, ils ont l'image de pays communistes. C'est comme la Chine, entre guillemets, c'est fermé. Mais en vrai, le Vietnam, je pense, c'est un des pays. Oui, il y a le parti communiste, mais ils sont assez ouverts. Enfin, tu sors dehors. T'es libre, tu peux dire ce que tu veux. En vrai, bon, oui, si tu dis un truc mal placé envers le Premier ministre ou le président, oui, tu vas aller en prison. Mais non, mais franchement, c'est un pays très ouvert et faut arrêter cette image de c'est un pays sous-développé, t'as pas le droit de parler. On va revenir un petit peu dans le passé sportif de haut niveau. Tu as fait du taekwondo, tu me dis depuis tes 3 ans, tu continues encore, c'est ça? Je continue un petit peu. Bon, par exemple, dès que je vois une salle de boxe thaï, je suis obligé de rentrer, de faire une petite séance. Mais ouais, j'ai commencé le taekwondo à mes 3 ans. Par mon père, parce que mon père c'était un coach et un entraîneur à Cergy, au gymnase des Toulouse, bref à côté. Ok, donc tout le monde connaissait ton père, quoi. Ouais, tout le monde connaît. Tous ceux qui regardent le taekwondo, ouais. Ok. Je connais un petit peu et franchement, en vrai c'était une partie de moi où quand j'étais petit, je le prenais plus comme un loisir. Donc un loisir où par exemple mon père il veut absolument m'inscrire, etc. Ma soeur aussi, ma grande soeur était inscrite, mon grand frère aussi. Donc après on était un peu forcés entre guillemets par mon père, l'Asie, tu vois. Et en vrai j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé, mais c'était un peu plus ma grande soeur qui était très très forte quand elle était petite. Bon après elle était un peu nulle, hein. Mais ouais elle était très très forte et du coup elle allait faire les championnats de France, etc. Donc moi j'ai pas pu vraiment faire mes championnats parce que c'était en même temps et donc on laissait plus la chance pour ma grande sœur. Donc ça c'est cool et après mon père il m'a inscrit dans des compétitions. J'ai gagné mes premières compétitions, ça s'est enchaîné très très vite. Et après, mon père, il a eu le cancer. Arrivé à mes 10-11 ans, on a arrêté le taekwondo. Donc, mon père a arrêté le taekwondo. Pour ça, ouais. Ouais, pour ça. Donc, moi, j'avais plus l'envie. Et même, quand j'étais en primaire, t'as envie de t'amuser dehors, etc. Et franchement, voilà, ça s'est arrêté soudainement. Et mon père, il est décédé suite à un cancer du sang. Et du coup, moi, ma mère m'a toujours dit, mais Tim, tu devrais reprendre le taekwondo. T'as toujours été fort, même ça fait un petit clin d'œil pour ton père, etc. Franchement, et moi je l'avais toujours en coin de la tête. Et moi j'étais vraiment, non, je veux faire du foot, je veux faire du tennis. Et non, et du coup je me suis inscrit dans un club à Cergy par Ludovic Vaux. Et je me suis inscrit vers mes 14 ans. Et donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait de taekwondo. Et donc vraiment je m'inscris dans un club. L'entraîneur c'est un Malien, c'est un Renois. Je me dis waouh, dans quoi je me suis embarqué. Franchement, en plus, je venais, les gens, ils étaient déjà en place, donc il y avait déjà. Moi, je me suis dit à Ludovic, je me suis dit, ouais, je veux directement entrer dans l'équipe compétitive. Et la première année, le coach, il était pas avec moi parce que, tu vois, il avait déjà ses petits chouchous, etc. C'est normal, tu vois. Première année, je me qualifie au championnat de France et je fais 3e au championnat de France. Donc, je sors une très, 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 très belle compétition. Et en plus, moi, vu que je suis en poids coq, donc ça veut dire que j'ai énormément de combattants. Et du coup, la deuxième année, le coach, il me prend sous son aile, chouchou, je suis chouchou du coach, il me dit c'est bon et tout ça. Et deuxième année, du coup, nous, à l'heure actuelle, il n'y avait pas de pôle, il n'y avait pas beaucoup de pôles. Et donc, moi, j'intègre le pôle Île-de-France, donc le pôle espoir pour aller en équipe de France, donc vers mes 15 ans, 16 ans. Et franchement, c'est là où c'est mes meilleures années, hein. Je fais des compétitions internationales, j'ai gagné une médaille en G1, ça veut dire en Belgique. C'était du sérieux, on allait à Toulouse, je gagne des tournois, etc. Franchement, c'était cool. Franchement, en moins de 45, j'étais à mon prime. Okay. Je gagnais tout. T'es en mode CR7. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. J'étais junior 3. L'année d'après, je devais passer en senior, ça veut dire avec les grands. Okay.
Et ouais, franchement, je gagne tout. Cette année, je gagne tout. Je gagne mon premier tournoi international en Belgique. Bah, je deviens troisième. Je viens troisième. Ok. Je me fight avec un Allemand. Ça devient sérieux, etc. Franchement, c'était cool. Avec ma médaille que je fais au G1, bah, je deviens classé, entre guillemets. J'atteins un ranking. Je devais rester en forme. Après, je faisais des petits stages à l'INSEP. Donc avec les grands, etc. Donc, mais là, je me tapais avec un. En fait, à l'INSEP, c'était assez différent parce qu'ils avaient déjà leur. Ouais, ils ont déjà leur gars en place. Ça, tu sais, c'est comme s'ils avaient le Yamal, ils disaient ah vas-y, lui, je vais le garder sur mon aile. Donc moi, c'était franchement. T'arrives et il faut prendre la place, il faut montrer quoi. Et en fédération française de taekwondo, c'est impossible de s'imposer. C'est impossible. Même si tu peux être meilleur. Impossible pourquoi? Par rapport aux préférences. C'est ça, c'est préférence. C'est même si toi, tu vas être meilleur que lui. C'est parce que lui, il connaît son coach, il est ami avec son coach, etc. C'est impossible. Et c'est ça qui t'a dégoûté. C'est un peu ça qui m'a dégoûté. Enfin, t'es là, tu fais tes preuves, tu fais beaucoup de choix, t'es meilleur que lui. Lui, il va être envoyé aux compétitions, aux championnats d'Europe, etc. Toi, on ne croit pas. Il se fait éclater. Toi, t'as la dalle, etc. Tu peux rien faire. Et en vrai, c'est encore à l'heure actuelle avec les grands champions hein, en équipe de France et même à l'INSEP, partout. Et en vrai, ouais, c'est un peu ça qui m'a dégoûté. Et après, quand je suis parti au Vietnam en 2016, je rentre en France, c'est mort, j'arrête. Ouais. Et Ouais, bah, qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Enfin, t'es parti au Vietnam, mais qu'est-ce qui t'a fait dire que tu voulais arrêter le taekwondo après le Vietnam? franchement, je me suis dit, le taekwondo, ça prend trop de place dans ma vie. Il n'y a pas de, il y a pas de suite au taekwondo. Tu peux pas gagner d'argent. J'ai arrêté vers mes 16, 17 ans, 17, 18, tu vois. Et donc, comment, du coup, t'en es arrivé à faire de la photo, de la vidéo? T'avais aucun rapport, du coup, avec la photo ou... Non, j'avais aucun rapport. Ouais. Aucun rapport. Moi, c'était vraiment focus sport, etc. Après, j'étais tout le temps le petit pote qui prenait les petites photos à l'Asiate, quoi. Et donc voilà, j'ai tout le temps ce côté photo, montage vidéo, etc. Donc ouais, je faisais ça. Et après, mon père, moi, quand il avait son entreprise et par pure passion, bah, il prenait des photos de mariage. Ok. Donc il avait fait le mariage de sa belle-sœur, etc. Et moi, je regardais ces photos, je me disais, waouh, c'est trop beau en fait, c'est vraiment trop beau. Et T'as tiré. ouais, et dans ma chambre, il y avait toujours son appareil photo à côté de moi, tu vois. Et j'ai jamais vraiment ouvert le sac, quoi. Et un jour, comme Superman, Ouais, j'ouvre le sac, je dis illumination, il y a la lumière qui vient sur moi et tout ça, je dis. Mais pourquoi je prends pas des photos? Et franchement, je prends des photos et en plus j'ai des contacts dans le sport, etc. Je commençais à prendre des petites photos, donc mes photos ils sont moches. Hein. Franchement, je les regarde à l'heure actuelle, je dis waouh, non c'est moche. Mais j'avais ce petit côté œil artistique entre guillemets de mon père et je me suis dit putain, je peux faire un truc. Et du coup après mes écoles sup, j'ai fait une école de cinéma. Je voulais faire acteur, cascadeur, etc. Je suis arrivé et j'ai découvert réalisateur scénariste. J'ai fait une première année dans le truc de réalisateur. Et c'était, ouais, j'ai kiffé, j'ai kiffé apprendre des contacts et tout ça. Bon, après, l'école, vraiment. Ouais, c'est quoi, c'est toujours ça, c'est ce que c'est, la théorie, après, là. Ouais, c'est ça. Et franchement, moi, c'était vraiment, je travaillais à l'école, mais quand je rentrais chez moi, avec les contacts que je faisais, en fait, j'étais plus autodidacte. Franchement, je conseille à personne de faire une école de cinéma parce que t'apprends rien. C'est juste les contacts que tu vas faire. C'est des vrais contacts solides que j'ai encore à l'heure actuelle. Et mais ouais, t'apprends rien. Franchement, YouTube, c'est la meilleure école. Et la photo, franchement, il n'y a pas d'école pour apprendre la photo. Franchement, moi, j'ai appris tout seul. Je prends l'appareil photo. Je regarde des vidéos de Pierre Lambert. Je vais dans la rue, je prends des photos. Tous les photographes commencent par passion. C'est des menteurs, les gens qui disent ouais, non, je veux faire mon travail et tout ça. Ça marche pas comme ça. Exactement, ouais. Faut que tu sois un minimum passionné parce qu'après, tu vas être derrière la caméra et tu n'auras pas envie de faire quelque chose de bien. C'est sûr. Je pense que quand tu es derrière la caméra, ce que t'aimes, c'est d'avoir le résultat, un bon résultat. Sinon, tu te lances pas dans ça. Ok, très bien. Donc, j'ai l'impression quand même que ton père, il a fait beaucoup de choses pour toi. C'est exactement ça, franchement. Donc, t'avais dit beaucoup de choses. Ouais, il a fait beaucoup de choses. Les gens, ils le disent souvent, ceux qui l'ont connu. Beaucoup de personnes à Sergi, ils disent, ouais, tu leur ressembles de ouf, tu vois. Ouais. Bon, moi, Taekwondo. ouais, taekwondo, photo, j'ai la même tête que lui, etc. Mais moi, de plus en plus je grandis, plus en plus j'ai envie d'être team, tu vois. Ouais, J'ai envie d'être dissocié de ça. Et franchement, j'ai plus envie de rendre fière ma mère aussi, ouais. qui franchement a joué un rôle. Personne ne le voit, tu vois. Personne ne le voit de ça. Elle tient l'entreprise de mon père. Elle m'a élevé en tant que mère et père, du coup. Ouais. Et franchement, non, même à l'heure actuelle, elle est solide pour moi. Donc franchement, c'est waouh, c'est la reine pour moi. Franchement, c'est la première femme de mon cœur et non, c'est incroyable. Et on va parler maintenant du Vietnam, donc par rapport à ça. Donc toi, un photographe vidéaste, il me semble que tu as été amené à
de prendre en shooting des grandes personnalités du sport, Cyril Gane, Teddy Riner et tout, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça fait, ce que c'est d'être un Vietnamien photographe de star, entre guillemets? Ouais. Bon, en vrai, vietnamien, donc asiatique et photographe, en vrai, ça fait rien parce que tu vas à Paname, ouais, tu vois plein des asiatiques. Tu prends n'importe quel asiatique, il a un appareil photo. Il a un appareil photo, c'est sûr. Et même, mais attends, mais tu viens en Asie, tu vas au Vietnam, tu vas à Chao Ban Tran, il y a que des Asiates sous appareil photo. Hein. Tu vas en Malaisie, tu vas devant la Grande Tour, il y a que des Asiates. Ah, ils sont chauds, franchement, ils sont chauds. Il y a trop de concurrence ici. Franchement, c'est pas le bon move que j'ai fait en tant que photographe. Hein. Mais non, franchement, moi, j'ai commencé la photo entre guillemets de rue. Donc moi, quand je venais au Vietnam, bah, je prenais en photo. Quand j'étais en France aussi, je prenais des petites photos. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas faire du sport? Parce que je kiffe le sport, je kiffe le foot. Je suis un Parisien, donc je me suis dit, vas-y, mon objectif, c'est quoi? C'est d'aller au Parc des Princes. Directement après ce match, ça m'a apporté une opportunité de shooter Ethan Mbappé. Okay. Donc pour son match en U19, Ouais, quand il était à Paris. En U19, je les shoot et le match, on était 3 photographes et j'étais le seul photographe sur un côté. Il vient célébrer devant ma caméra, j'étais le seul. Et j'avais une vieille caméra, un vieux objectif manuel, donc je stressais de ouf. Ouais, il célèbre et à la fin du match, il me dit, il avait une photographe attitrée. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il vient la voir et il dit, ouais, est-ce que je peux avoir son WhatsApp et tout ça? Lui, j'ai kiffé ses photos. Et donc deuxième match, franchement, c'est incroyable. Et je lui parle sur WhatsApp tranquillement. Ok, c'est son poteau, quoi. Ouais. On va dire ça, c'est ça. Donc je lui envoie les photos, il le poste, donc je gagne assez d'abonnés. Et les photographes, bah, entre guillemets, je me fais un nom, entre guillemets, tu vois, Teammaker. C'est ça. Et donc là, je commence à faire des matchs donc, avec le Red Star, avec Versailles. Je fais beaucoup avec Versailles. Et après, j'ai une opportunité de photographier les PSG féminines. Okay. Et dans ma tête, bah, j'avais le Parc des Princes. Je me suis dit, ça fait qu'une semaine que je suis dans la photo. Ça faisait qu'une ouais, semaine. Ça fait qu'une semaine. Okay. Ça faisait qu'une semaine. Versailles, Ethan Mbappé. Et la semaine d'après, Parc des Princes. Je me dis, ah non, c'est trop. Et du coup, le mois prochain. Avec l'appareil photo de ton père. Ouais, avec l'appareil photo de mon père. Okay. Et donc, moi, je rachète un appareil photo entre temps, tu vois, avec un objectif et tout ça. Donc, moi, j'ai pas de dépenser pour l'appareil photo et surtout que c'est ma passion. On me dit, vas-y, il y a la Ligue des Champions féminines, PSG contre le Bayern. Et je me suis dit, non, c'est trop bien, etc. Donc, je fais quoi? Je me dis, ok, tout ça, ça va être incroyable. Dans ma tête, c'est le Parc des Princes. Je me dis, trop bien, j'avais un shooting à Bordeaux, donc je vais à Bordeaux, je rentre. Et là, je suis devant le Parc des Princes, je regarde mon billet et je vois Stade Jambon. Et je me suis dit, putain, bon, heureusement que c'était à côté, donc je shoot au Jambon et tout ça, donc c'est pas grave. Et là, 2 semaines après, il y a encore un match. Et là, c'était contre l'AS Roma. Okay. Donc, je prends des photos au Parc des Princes, du coup, pour PSG féminine. Et franchement, c'était cool. Donc, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, c'est fini, je fais plus de foot. Ouais, j'ai le Parc des Princes. Après, je me suis dit, si on m'appelle en tant que photographe pour les masculins, pour l'équipe masculine, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. On m'a jamais appelé, on m'a toujours dit ouais la semaine prochaine. Donc ça j'en veux au PSG pour ça. Voilà, direction. Ouais. À Nasser. Ouais, Nasser. Non, on m'a toujours dit ouais la semaine prochaine. Et en vrai, pendant 2 ans on m'a dit ça. Après moi pendant 2 ans j'ai pas attendu. T'as fait tes gars. J'ai fait mes trucs. J'ai été contacté par France Judo. Donc merci à Wally Kiar, champion olympique de judo, qui m'a dit ouais non je connais un gars et tout ça et franchement j'ai photographié avec eux, donc c'est pour ça que j'ai grâce à lui j'ai photographié Teddy Riner, j'ai photographié Cyril Gane et après du coup je me suis fait un petit nom et du coup dans le sport franchement t'as des contacts, j'ai des contacts et c'était pas mal, franchement c'était cool. Et tu vois moi quand tu m'expliques ça, je me pose une question. Donc toi t'as ta carrière donc de photographe, bon t'as le succès qu'on connaît avec tes milliers d'abonnés sur Instagram. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné, enfin, c'est quoi le déclic que tu as eu donc, pour venir t'installer au Vietnam? Bah, en France, j'avais j'avais mon appartement, j'avais ma famille, mes amis, mon travail. J'étais aussi, j'étais photographe, mais j'étais commercial à côté. Et non, franchement, je me suis dit, la France, c'est pas mon pays dans le futur. Tu vois, pas parce que je suis né dans ce spawn. Vous voyez pas. Ouais, en fait, tu peux être né à un endroit et tu peux bouger. Nous, de base, l'être humain, il est nomade. Exactement.
C'est pas parce qu'on est né à un endroit qu'on doit y rester et vivre, en fait. C'est pas ça. Et non, du coup, moi, j'ai toujours dit depuis l'âge où j'ai vécu au Vietnam, enfin, je suis venu au Vietnam, je me suis toujours dit, j'aimerais aller au Vietnam. J'aimerais, vivre au Vietnam. Ouais, ok. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, vas-y, en vrai, pourquoi pas y aller? Donc, j'ai vraiment charbonné, j'ai fait plusieurs métiers, je travaille à la Fnac aussi. Je me suis dit, vas-y, je vais économiser de fou pour avoir une base solide et aller au Vietnam et chill pendant 1 an. Et franchement, quand j'ai pris mon petit appart, ça m'a fait un petit coup. Je me suis dit, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Je me suis renfermé sur moi-même. Et vu que j'allais au travail, je rentrais. Ouais, t'étais en mode métro, boulot, dodo. C'est exactement ça. Donc je me suis dit, bah vas-y, en vrai, j'économise et j'ai qu'un objectif en tête. Vas-y, je me casse au Vietnam. Et je me suis dit, non, il y a tellement de possibilités au Vietnam et tout ce que je fais en France, je peux le faire au Vietnam, mais en mieux. C'est ça. Donc même la qualité de vie est supérieure. Là, je vais shooter. Là, par exemple, je rentre de cette interview. J'ai envie d'aller me faire masser. Je vais me faire masser. Tu vois, je vais aller manger n'importe où. Je peux manger n'importe où. J'ai cette chance. Hein. Les Vietnamiens l'ont pas, par exemple, tu vois. Mais j'ai cette chance je peux vivre. J'ai économisé pour ça. Donc, on parle beaucoup de chance. Et moi-même, je le premier, tu vois. Mais c'est du charbon avant tout en France. Donc, c'est ça qui est cool, en vrai. Par rapport à ce que tu viens de me dire, le déclic, toi, comment, du coup, tes proches, en fait, ont perçu le fait que tu leur as annoncé que tu partais au Vietnam? Bah moi franchement ils étaient tous pas choqués mais ils étaient contents en vrai. Ouais, Parce que moi ils savent que je suis un aventurier, que je kiffe partir, je suis allé au Japon tout seul, tu vois, je kiffe être solo des fois. Et franchement ils étaient contents et même eux ils sont assez différents. Mes tantes ils étaient assez ouais tu vas kiffer, c'est trop bien, c'est en développement. Non franchement c'est assez différent et ça dépend des générations. Et mes cousins et cousines franchement ils étaient en kiff. Même mes frères et sœurs ils étaient trop contents pour moi. Franchement ils savent que moi je suis comment je suis, ils savent que ça me correspond parfaitement. Ouais, que la France, c'était... Tu te sens mieux ici, quoi. Ouais, franchement, la France, je m'endormais un petit peu, ouais. C'était quoi tes démarches, justement, pour vivre au Vietnam? Est-ce que tu as fait une demande donc, de nationalité, tout ça, etc., d'exemption de visa? Est-ce que tu es venu avant, justement, pour visiter les appartements? Comment ça s'est passé, l'installation, la recherche, etc.? Alors, franchement, si vous devez faire comme moi, le faites pas du tout. Parce que moi, en fait, j'avais déjà, vu que du coup, je vais tous les ans, j'ai déjà une exemption, j'ai un visa de 5 ans, du coup, dû par ma mère, parce qu'elle a la nationalité vietnamienne. Par exemple, ma petite sœur, elle a le passeport, parce que c'est un peu plus facile pour elle d'avoir le passeport. Mais du coup, moi, j'ai 5 ans de visa. Et donc, j'ai pas forcément fait les papiers juste avant. Franchement, de partir au Vietnam, je te le dis concrètement, en novembre, je me suis dit, vas-y, je pars. Et je me suis dit, c'est en décembre. Donc, j'avais novembre-décembre. Ouais, donc pour partir. là, on est en février. Pour On est en février. recontextualiser, C'est ça. aujourd'hui, là, actuellement, on est en février 2026. Et toi, Tim, en gros, tu as décidé de partir en novembre. En novembre. Je me suis dit, novembre, je pars. Novembre, t'étais C'est à ça. Cergy là-bas. Là. Exactement. J'étais à Cergy, je me suis dit, vas-y, décembre, je pars avec vous, mais je rentre pas. Ok. Et t'avais quitté ton taf et tout. non, j'avais pas quitté mon taf. Ah, ok. Mais t'avais quand même ce truc-là C'est ça, de vouloir venir. T'avais pas annoncé encore. Enfin, C'est ça. Tu te préparais. Exactement. Tu savais pas forcément quand. Je savais pas quand. Et t'as décidé en C'est novembre. ça. Et du coup, j'ai dit à mon taf, ciao, je pars. Et en vrai, quand je suis arrivé, donc moi, je savais que je pouvais y aller, de pas prendre de billet de retour. Parce que je sais qu'au Vietnam, il faut, quand tu es étranger, il faut avoir le billet retour. Donc moi, j'avais cette optique de rester au pays et j'avais toujours pas pris mon appartement, tu vois. Okay. Donc quand je suis arrivé au Vietnam, je me suis posé sur Internet, j'ai regardé sur Agoda. Meilleur site pour regarder, les gars, c'est gravement cher. Donc j'ai regardé sur Agoda, j'ai pris un appartement vite fait. C'est pour ça que là, je suis dans une rue assez mouvementée. Et en vrai, non, j'ai pris 2 mois. Et donc je me laisse renouveler 2 mois, c'est assez facile pour trouver. Donc je me dis, chill, pas de pression, tranquille, j'ai envie de vivre ma vie. Si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Et franchement, ouais, j'ai pas fait assez de papiers, Et je pense que j'aurais peut-être dû des fois. Mais non, franchement, c'est cool. Moi, j'ai assez cette flexibilité, exactement. Donc je sais que par exemple, je dois rentrer quand même en 2029 pour faire mes papiers, etc. Ça va, t'as le temps. J'ai le temps, mais j'aimerais bien prendre ma double nationalité. Donc l'objectif à terme, c'est d'avoir au moins le passeport. Parce qu'effectivement, là aujourd'hui, le Vietnam a ouvert ses portes. Exactement. Il y a quelques années, 3-4 ans, c'était très difficile d'accéder à la double nationalité au Vietnam. Aujourd'hui, ils ont beaucoup plus élargi le champ des possibilités. Ouais, surtout avec les Viet Q. Donc ça veut dire que si tu as un rapport avec le Vietnam, c'est ça, ils disent les gars, venez. C'est ça qu'ils ont ils ont fait un truc très intelligent. Parce que du coup, ça ramène énormément de personnes. Et les personnes qui se sont formées en France ou formées ailleurs, ça les fait revenir et c'est ça qui est cool. Et en plus, là où c'est fort aussi, c'est que
ils font pas revenir n'importe qui, il faut revenir les gens qui ont un lien de parenté avec le Vietnam. Exactement. Et forcément, qui aiment le Vietnam. Parce que si toi, tu es d'origine vietnamienne et que tu reviens au Vietnam, forcément, c'est que tu aimes le pays. C'est ça. Sinon, tu reviens pas. C'est logique. Le Vietnam, tu l'aimes ou tu le quittes. Exact. Mais et oui, effectivement, donc par rapport à ce que tu me dis, donc l'installation, tout ça et tout, etc. Ça fait plusieurs années que toi, tu vas au Vietnam. C'est quoi les différences notables que tu as pu noter voilà, entre la France et le Vietnam? Là, tu me parlais de massage. Genre, Charles, l'interview, je vais aller me faire masser. C'est faux, les gars. Mais c'est quoi pour toi les plus grosses différences? Franchement, mon top 1 différence, je pense que c'est même pas la mentalité vietnamienne, mais c'est la mentalité des expats D'accord. qui sont les Français qui sont venus Les Français au Vietnam, c'est une mentalité mais incroyable. Moi, quand on me disait ouais, viens boire un café, moi j'étais assez réservé, je disais ouais, bizarre lui. Et du coup, moi j'étais assis sur mes gardes, je me disais ouais, c'est bizarre, etc. Donc je disais assez non. Je disais non, je suis pas là, etc. Et en fait, quand je suis sorti, par exemple là, quand je suis allé dans mon club de foot et tout ça, j'ai compris qu'en fait la mentalité d'expatrié n'est absolument mais pas pareille. Ouais. C'est pas pareil, ils sont là pour toi. Moi, j'ai à peine dit que j'étais photographe. Le coach, il m'a dit ah, t'es photographe? Et moi, je connais quelqu'un, je connais une meuf qui fait des concerts. Putain, je vais te plugger là, je vais te plugger là. Il y a un autre qui a ouvert des restaurants. Il dit putain, mais si j'ai besoin de toi, vas-y, je t'appelle, il y a pas de souci. Ok. Et c'est pas des parents en l'air. Je sais que les Français, ils disent ouais, vas-y, je t'appelle là, et au final, ils t'appellent jamais. Mais du coup, non, c'est franchement la mentalité des expats, elle est incroyable. Et vu qu'ils viennent dans un pays qui n'est pas le leur, ils savent que ils ont approuvé et en vrai tu donnes, tu reçois. Bien sûr. Et la vie elle est faite comme ça de toute façon. Exactement. Et en plus, c'est ça en fait quand tu voyages. En fait, déjà, voyager, ça ouvre l'esprit dans tous les cas. Plus tu voyages, pour moi, voyager, c'est la meilleure des richesses. Dans le sens où tu vois plein de choses, tu découvres plein de cultures, plein de personnes différentes. Et ça t'aide à relativiser, parler d'autres choses, découvrir de nouvelles choses. Et voilà, d'avoir une vision plus élargie de ce que tu peux faire. Et la seconde des choses, c'est quand tu t'expatries, c'est que tu as un peu aussi cette mentalité entrepreneur. Toi, tu es freelance, mais tu es aussi entrepreneur, forcément. Donc, tu as plus la volonté d'aller voir les gens et de construire quelque chose. Et je pense que, ouais, effectivement, au Vietnam, il y a déjà la mentalité vietnamienne qui t'encourage à faire ça. Donc, ouvrir, créer des sociétés, générer du travail, donc des revenus, mais aussi tout en gardant la qualité de vie que tu peux avoir au Vietnam. Elle est clairement mieux franchement et je veux pas mentir mais ma peau est mieux au Vietnam alors que je bois beaucoup plus de sucre ou tu vois. Moi ma boisson préférée c'est Chatak tu vois. Et je bois beaucoup plus de sucré etc. Quand tu es en Asie, principalement, particulièrement au Vietnam, pour nous, c'est que t'as ce truc de t'es bien. Ouais. T'es dans le bien-être et tout, ça se ressent directement. Donc maintenant, par rapport à ça, c'est quoi tes projets à court, moyen, long terme? Là, franchement, mes projets, moi, j'adore manger de tout, tu vois. Donc, photographe, tout, je peux tout avoir. Ouais. Franchement, j'aime bien, vu que j'ai un métier, entre guillemets, assez cool et assez ouvert, photographe, j'aimerais bien pas spécialiser, mais j'aimerais bien toucher aussi au sport, etc. Okay. Franchement, je peux avoir des contacts assez facilement, surtout que j'ai assez beaucoup d'abonnés pour le Vietnam. J'ai fait assez de photos de foot, je peux contacter des clubs de foot au Vietnam. On a une ligue de football vietnamienne. On est bon dans plein de sports. À côté, il y a beaucoup de pays. Franchement, non, j'aimerais bien être photographe comme je faisais en France, mais au Vietnam. Okay. J'aimerais bien aussi faire de la photo de rue comme je le fais. Si je peux débloquer des contrats avec des marques de vêtements ou quoi que ce soit, ça peut être cool. Franchement, c'est un tout et franchement, mon métier, il est assez ouvert sur ça. Donc franchement, ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup, comme tu le disais, du coup, pendant qu'on parlait, il y a tellement d'opportunités au Vietnam. Exactement. Étant donné que c'est un pays en développement. Et tu vois, je te rejoins par rapport au sport, le fait que tu sois français, les gens, ils adorent l'expertise européenne et française notamment du fait de l'historique. Et ouais, je pense que du coup, ça fonctionnera totalement pour toi. J'espère, hein. On espère. Bon, écoute, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité? En vrai, sur Instagram, TikTok, en vrai, teammaker.ro. Et sinon, sur TikTok, je m'appelle Viet de rue. Okay. Tu connais. Et en vrai, ouais, hein, sur ça, il y a pas beaucoup de polémiques, les gars. Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de photos, en vrai. Ouais, je veux pas faire le mec. Non, en vrai, ouais, j'adore la mode, je monte tout, en vrai. Est-ce que tu aurais un dernier mot? On finira sur ça. Sur toutes les personnes donc, qui ont un peu ton profil,
photographes, freelance, tout ça, etc., qu'ils soient d'origine vietnamienne ou non, qui veulent venir découvrir, s'installer ou travailler au Vietnam. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Bah moi franchement déjà les gars, on peut dire, ou les gens pardon, Les gars, les gens, les filles, à tout le monde. la famille, on peut dire ouais c'est un rêve, mais en vrai pour moi, et je le dis beaucoup avec mon entourage, il n'y a pas de rêve, ça n'existe pas les rêves, c'est que des objectifs. Donc en vrai si vous avez un objectif dans la tête, faites-le. Le Vietnam c'est un très 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 beau pays qui a une bonne histoire, donc c'est pour ça qu'ils ont une très bonne mentalité, et c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans ce pays. Mais le truc et la phrase qui me fait qui fait tilt dans ma tête, c'est un gars qui l'a dit sur Instagram, il a dit votre prime de vie, c'est à l'étranger. Et c'est tellement vrai. Genre vraiment j'ai un pote en ce moment qui est parti en Chine, c'est un Renois. C'est un de mes meilleurs potes, je lui ai dit mais frérot, va en Chine. Lui, il aime trop aller lui c'était Marbella, Espagne et tout ça, et je lui ai dit frérot, va en Chine. Là ça fait une semaine il est en Chine, il kiffe, il me dit Tim, merci. Je suis Cristiano Ronaldo là-bas, tout le monde me prend en photo, je suis Renoir et il a tellement raison. Et avec lui, je lui dis frérot, ton prime c'est à l'étranger. Tu verras, tu vas faire des petites vidéos, franchement, tu kiffes. Et non les gars, franchement, c'est pas parce que vous êtes né à un spawn que vous devez rester dans ce spawn-là. C'est comme Fortnite, le bus il passe, il repasse. Allez partout, franchement, c'est magnifique. Ça marche. Non, voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup donc, pour ces mots, Tim. Retrouvez-le sur teammaker.ro, Instagram, TikTok, Facebook, tous les réseaux sociaux. On vous envoie du lourd sur les prochaines vidéos. Et écoute, je te remercie beaucoup et Merci à toi. on se capte très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao. Et c'est la fin de la vidéo. Un grand merci à Teammaker. Si cette histoire vous a inspiré, lâchez un like et dites-nous en commentaire qui vous voulez voir dans le prochain épisode. Débris des Stories sur Instagram, TikTok et Facebook. Abonnez-vous sur Débris des Stories, le média qui met en avant la diaspora asiatique et tous les amoureux de l'Asie.